Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, l'émission va commencer dans quelques minutes. Nos invités sont en train d'arriver, donc voilà. J'ai eu déjà quelques messages, hein, donc je suis contente que vous soyez aussi nombreux à vous connecter. J'ai eu des messages pour me dire que le lien ne fonctionnait pas. Si, il fonctionne bien. C'est juste qu'on n'avait pas encore ouvert la session. Ça y est, la session est ouverte. Voilà. N'hésitez pas à vous connecter. On va commencer dans quelques minutes. Nos invités arrivent. Les uns et les autres étaient pris donc ce matin et ils se libèrent pour nous, pour notre émission. Bonjour Wakil, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, Erland, bonjour. Bonjour, Je t'entends bonjour. très bien. Très bien. Bah, merci d'être parmi nous. On ne te voit pas, c'est normal. Ouais. Peut-être que pour la connexion, c'est plus simple. Je sais que des fois, quand on est au moins juste sur l'audio, on est sûr d'avoir une meilleure qualité de connexion. Est-ce que c'est pour ça? C'est juste pour être sûr. Tu veux que j'active ma vidéo ou C'est tu m'as à, pas c'est à donné? toi de voir, hein, mais je pense que ce sera plus facile pour les uns et les autres d'identifier si on arrive à te voir. C'est à toi de nous dire. Ok, il n'y a pas de souci. Et on n'attend plus que donc euh, notre deuxième. Voilà, bonjour à toi. Oui. Contente de t'avoir parmi nous. Ça fait un moment C'est- qu'on échange sur d'autres sujets déjà, donc contente. On n'attend plus que Madame Yesidat. Et puis, on va pouvoir commencer. On a encore quelques minutes, hein, on est encore dans le timing. Merci déjà à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux à chaque fois. Merci, merci. Toujours plus nombreux. Voilà. Donc, je veux juste. Donc, l'enregistrement, cette fois-ci, est en cours. J'ai eu beaucoup de demandes parce qu'on a fait un webinaire il y a 2 semaines, très intéressant. Certaines des personnes qui sont déjà connectées étaient là au webinaire il y a 2 semaines. Et par la suite, en fait, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui m'ont dit, mais je ne retrouve pas l'enregistrement du dernier webinaire. Bah oui, c'est simple, c'est que j'ai complètement oublié de. Enfin, si, je l'ai fait, mais pas bien finalement, puisque ça n'a pas été enregistré. Donc, cette fois-ci, l'enregistrement est en cours, donc il n'y aura pas de raté sur ce point-là. Mais par contre, on vous encourage toujours hein, comment dire, à aménager du temps quand vous le pouvez pour nous suivre en direct, parce que du coup, le direct vous permet d'intervenir, de poser vos questions. Donc voilà. On va commencer. Wakil, je te laisse juste nous rejoindre. Je ne sais pas si tu m'entends. Je te laisse juste nous rejoindre. Voilà. Je vais reposer le cadre. Donc, nous, c'est YouLearn. YouLearn, la plateforme qui accélère et qui facilite le transfert de compétences grâce au partage des acquis de l'expérience. Donc, on est une plateforme mobile, une plateforme web que vous pouvez intégrer, que je vous invite vivement à intégrer en suivant le lien www.youlearn.co. Si vous voulez, je vous l'écris en même temps. Et en fait, notre ambition est très simple, c'est vraiment de permettre à tout un chacun, où il se trouve, de pouvoir accéder à de nouvelles compétences, de pouvoir monter en compétences grâce à quoi? Grâce aux bénéfices de l'expérience des autres. Partager rapidement, simplement, les facteurs clés de réussite des autres comme élément, comme support pour gagner en compétences. Donc voilà ce que fait YouLearn. Et fort de ça, on a voulu permettre à nos internautes et aux personnes qui nous suivent de pouvoir profiter du retour d'expérience de personnes qu'on a identifiées comme proposant du contenu intéressant sur des thématiques et sur des sujets donnés. Alors, on organise 2 types d'émissions, et là, c'est Green Africa. L'idée, c'est de montrer, de valoriser toutes les initiatives, toutes les actions entrepreneuriales, associatives, qui ont pour but de maintenir, de garder cette Afrique aussi environnementalement vertueuse que possible et socialement engagée. C'est pour ça qu'on accueille donc Wakil. Bonjour Wakil. Bonjour, Armand. Merci Bonjour de à nous tous. rejoindre, merci d'être là. Je t'en prie. Alors, Wakil, tu vas te présenter parce que tu le feras beaucoup mieux que moi.
On a une deuxième invitée qui doit nous rejoindre. On va lui laisser le temps d'arriver. Hein. J'attends. Voilà. Elle était prise aussi ce matin. Et puis, parce que le sujet lui tient à cœur et parce qu'elle veut pouvoir aussi partager son expérience, malgré ses engagements, elle a quand même souhaité intervenir. Donc, c'est la présidente de la Jeune Chambre internationale au Bénin. Voilà, elle a souhaité quand même nous donner un peu de son temps. Donc, je comprends qu'elle soit prise. Je vous demanderai d'être patient aussi. Et puis, on l'intégrera au moment où elle pourra nous rejoindre. Voilà. Alors, Wakil, parle-nous de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? On t'écoute. Merci. Bonjour à tous. Je suis Wakil Akambi Olulade. Je suis ingénieur des systèmes électriques et des énergies renouvelables. Je suis directeur de l'organisation Dev Énergie qui est spécialisée dans les énergies renouvelables, dans l'environnement et dans l'efficacité énergétique. Okay. Je suis par ailleurs aussi fondateur du Forum international Africa Eco-Citizen Day. Okay. Voilà de façon résumée ce qu'on peut dire sur Wakil Akambi Olulade. Alors, dis-nous, quel est ton parcours? Comment tu en es arrivé aux énergies renouvelables? Comment tu en es arrivé à monter ce forum qui n'est pas sa première édition, hein, si je ne me trompe pas? Quel est le cheminement? Ok. Déjà, je peux dire que de mon parcours académique, j'ai fait une licence en génie électrique. Juste après ma licence, j'ai commencé par travailler. Oui. J'ai fini ma licence en 2011, donc j'ai commencé par travailler. Et très tôt, j'ai nourri le besoin de m'investir dans les énergies renouvelables. Et à la base, j'ai monté un cabinet qu'on appelait Dev Énergie Plus, qui offrait des services en énergie renouvelable, surtout le solaire photovoltaïque. Donc, en 2015, l'entreprise a vu le jour et nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. Quand nous sommes arrivés, j'ai fait un master après en énergie renouvelable parce que je suis passionné par ce domaine. J'ai fait un master que j'ai fini en 2014. Déjà en 2015, j'ai monté ma start-up et nous avons commencé par faire notre preuve, notre expérience dans le domaine. En 2019, j'ai nourri l'ambition de pouvoir aider, servir, être utile en ma communauté. Et c'est de là, avec mon équipe, nous avons décidé de nous investir davantage dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre le changement climatique. Et nous avons pensé à ce forum que nous avons dénommé les Journées éco-citoyennes du Bénin. Voilà, c'était sa première édition en 2019. Nous avons eu à accrocher certains partenaires, dont le principal était Konrad Adenauer, qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Et nous avons organisé ce forum qui a mobilisé plus de 100 jeunes citoyens du monde. Nous avons eu près de 12 à 14 nationalités africaines qui étaient représentées. Et ce forum s'est tenu sur 2 jours. Et l'objectif, en réalité, c'est de pouvoir sensibiliser la jeunesse africaine sur l'impact du changement climatique dans les domaines comme l'habitat, et la sécurité alimentaire, l'énergie, et puis j'en passe. Et ce forum a connu vraiment un succès en 2019 et nous avons eu des recommandations des participants. Et parmi ces recommandations, les plus essentielles, le plus essentiel pour nous, c'était de répliquer ce forum chaque année dans un pays africain pour pouvoir permettre une large diffusion de cette expérience que nous avons organisée ou que nous avons eue au Bénin. C'est de là est parti le changement du nom. Le forum, les Journées éco-citoyennes du Bénin est devenu les Africa Eco-Citizen Day. Et nous nous apprêtons normalement cette année à aller dans un autre pays africain pour pouvoir l'organiser, mais la situation actuelle, la pandémie actuelle ne nous a pas permis. Et comme nous sommes des citoyens actifs et nous devons à chaque difficulté trouver des solutions
nous adapter. Nous avons su nous adapter en lançant les webinaires Africa Eco-Citizen Day qui vont se tenir du 1er au 3 septembre 2020. Super, merci beaucoup. On mettra le lien si tu me donnes le droit, je partagerai le lien d'inscription si des personnes sont intéressées pour rejoindre ce forum qui se tient en ligne. Merci beaucoup, Wakil. On a donc Madame Yesidat qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que votre micro est actif? Alors, je regarde. Non, je vais l'activer. Ah non, c'est vous qui avez la main. On va voir. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous nous entendez? Alors, ouais, c'est vous qui avez la main pour activer votre micro. Bon, je vous laisse le faire. Vous trouverez le bouton à gauche de votre écran pour pouvoir activer le micro. Et comme ça, on pourra vous entendre aussi. Wakil, très intéressant ce que tu nous as partagé. J'ai forcément plein de questions qui me viennent. Je sais que ceux qui nous regardent aussi. Tu parles de plusieurs choses. Tu parles de sensibilisation, tu parles personnellement de passion pour les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque. Et moi, j'ai envie de te demander, photovoltaïque, on est forcément sur l'impact environnemental, parce que là, le sujet de la conférence, c'est la RSE. Et c'est vrai que je le prends comme une illusion d'évidence, mais ça vaut le coup peut-être de reposer le cadre. Qu'est-ce que la RSE finalement, on va le détailler ensemble, mais juste pour partir sur un cadre commun, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et sur la base de cette responsabilité sociétale, on a communément reconnu 3 ou 4 piliers. Donc les 3 piliers sont le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. À savoir qu'on doit lutter ou travailler ensemble à la préservation de l'environnement, travailler ensemble à un meilleur développement social et à un développement économique en respect des hommes et de l'environnement. Donc, ça, c'était les 3 piliers et auxquels on ajoute également la gouvernance, les modes de gouvernance des entreprises qui soient les plus vertueux possibles. Voilà ce que c'est le cadre de la RSE. Donc, sur ces différents piliers, en parlant de photovoltaïque, on est forcément sur le pilier environnemental. Et moi, la question qui me vient, c'est pour toi, Wakil, quand on parle de RSE et qu'on parle du continent africain, qu'on parle d'entreprise, quel est le pilier sur lequel on peut facilement se mettre en mouvement et travailler? Est-ce que c'est le pilier environnemental, en considérant l'énergie ou bien d'autres choses, le traitement, la valorisation des déchets? Est-ce que c'est le pilier social? Est-ce que c'est le pilier économique? Est-ce que la vérité se trouve au milieu de tout ça? Quel est ton retour à toi là-dessus? Ok. Merci beaucoup, Alande, pour ta question. Donc, je peux dire, comme tu l'as défini tout à l'heure, la RSE permet de concilier en fait l'aspect économique, social et environnemental. C'est important. Donc, moi, je pense que les 3 piliers sont essentiels et il y a une synergie d'action entre ces 3 piliers. Donc, c'est très important parce que cette RSE, quand vous l'appliquez, en réalité, elle renforce la qualité de votre entreprise. Elle permet d'ouvrir des performances en réalité à la responsabilité de l'entreprise sur de nouvelles parties prenantes ou bien même ça vous permet d'entrer, d'ouvrir ou d'ouvrir votre champ d'action en quelque sorte. Oui, tout à fait. On est d'accord. Donc, je pense qu'en tant qu'Africain, c'est très important de ne pas s'éloigner de ces 3 piliers. Les actions doivent être orientées et faites dans ce sens. Ok. J'ai une question là de Vincent qui me demande la RSE sur le continent, est-ce que c'est une urgence? Est-ce que c'est une utopie? Comment toi tu répondrais à cette question-là? Et c'est vrai que, ben voilà. Bonjour Yesidat, je vois que votre micro est activé. Super. Bonjour Arlan, comment tu vas? Très bien, très bien. Et tu m'entends maintenant? Très bien, merci. Ah, Dieu merci, la technique n'était pas avec moi aujourd'hui. C'est ce qu'on a remarqué, mais on a patienté. On sait que votre temps est bien pris, donc on est content de vous avoir avec nous. Même avec un peu de délai,
Voilà, on est content de pouvoir vous retrouver. D'accord. Alors, Ok. Wakil, tu m'excuseras. Merci beaucoup. Si tu me permets, on va laisser Madame Yessidat se présenter. J'avais commencé, moi, en disant que vous êtes donc la présidente de la Jeune Chambre internationale au Bénin. Et ensuite, on reprendra le cours de nos échanges. Ne vous inquiétez pas, nos différents internautes qui sont là. Merci d'être là, à vous encore. Hein. C'est vous qui faites l'échange. C'est vous qui faites l'intérêt du débat. C'est vous qui nourrissez l'échange. Donc, vos questions sont forcément les bienvenues et attendues. Alors, Yessidat, parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Ah, et ben dis donc. Ok, ben, encore une fois, bonjour avant. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Bonjour à mon président Akil. Bonjour, présidente nationale. Donc, comme vous l'avez dit, je suis la présidente nationale 2020 de la Jeune Chambre internationale Bénin. C'est important de préciser 2020 parce que chez nous, la responsabilité, elle est annuelle. Donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, je suis encore à quelques mois, on va dire, de la fin de mon mandat. Au plan professionnel, je suis communicatrice et je suis spécialiste en gestion de projet et spécialiste en relations publiques également. La Jeune Chambre internationale, j'y ai adhéré, ça fait 15 ans. J'y ai adhéré en 2005. Voilà, j'ai connu l'organisation en 2004 et j'ai adhéré en 2005. Et donc, j'ai eu la chance de faire un parcours au niveau local et ensuite au niveau national. Et c'est ce parcours qui m'a amené aujourd'hui à être la présidente. Super, merci pour ces éléments. Alors, le JCI et le développement durable, quelles sont les convergences? Je sais qu'ensemble, nous, on en avait déjà un peu parlé, mais pour toutes les personnes qui nous suivent, la Jeune Chambre internationale, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions et quelles sont les convergences avec les enjeux de la RSE et du développement durable? D'accord. En fait, la Jeune Chambre internationale, c'est une organisation de développement leadership. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, en fait, c'est le micro qui grésille un petit peu. Du coup, Wakil, le temps qu'elle nous revienne, c'est dommage, hein. La technique nous joue des tours. L'avantage du virtuel, c'est qu'on peut se retrouver indépendamment de nos lieux de localisation. L'inconvénient, c'est que si la technique n'est pas avec nous, ça gâche un peu l'échange. En tout cas, merci à vous d'être encore avec nous, de patienter comme vous l'avez fait. Alors, Wakil, on va juste continuer parce que il y a pas mal de questions qui sont arrivées, notamment relativement aux enjeux de la RSE sur le continent. Donc, la question sur laquelle on était, c'était est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une urgence? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Moi, je pense que c'est une urgence. Là, actuellement, c'est une urgence, d'autant plus que c'est d'abord bénéfique pour les entreprises qui vont aller vers cette approche. Et c'est une urgence parce que ça permet en fait aujourd'hui de pouvoir s'impliquer et de pouvoir participer à ce développement durable, ce modèle de développement que tous les peuples doivent suivre. D'accord. OK. Alors, ma question à moi qui vient, il y a d'autres questions qui arrivent toujours sur concrètement, on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup de RSE, mais à partir de quand on est effectivement dans le développement durable? Et je crois qu'autour de la question utopie ou urgence, on a besoin de comprendre en fait quels sont les enjeux. Pourquoi aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, ça fait un peu plus longtemps qu'aujourd'hui qu'on est sur ces thèmes, depuis les années 70 quand même, pourquoi c'est devenu aussi prépondérant, aussi important. Par exemple, il y a beaucoup de marchés, que ce soit des marchés publics, des appels d'offres, où effectivement les entreprises doivent justifier d'un vrai engagement et d'une vraie politique en lien avec la RSE. Qu'est-ce que toi tu dirais? Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est-à-dire que le monde des affaires, le monde de l'entreprise, la société en général, les citoyens, comme pour les Eco-Citoyen Days, pourquoi cette notion de développement durable et de RSE est devenue aussi importante et incontournable? Et après, du coup, ça nous permettra de voir si sur le continent,
on est dans une notion d'urgence ou dans une utopie? Est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est quelque chose de, entre guillemets, inaccessible? Ok, merci beaucoup Alan pour la question. D'abord, je vais partir d'un constat très simple. En 1800, nous étions, la population mondiale était évaluée à près de 900 millions d'habitants. Et en 2020, aujourd'hui, nous sommes à plus de 7,5 milliards d'habitants, 7,8 milliards d'habitants. Et depuis la révolution industrielle, en réalité, notre société a connu un développement sans précédent, sans prendre en mesure ou sans prendre en compte les conséquences qui seraient liées à cette évolution. D'accord? Nous avons eu aussi ajouté à tout cela l'accroissement de la population et aujourd'hui, naturels sont consommés par 20% de la population mondiale. Alors, ce qui donne naissance naturellement à des grandes zones de richesse et des grandes zones de pauvreté. Alors, l'urgence est là. L'urgence est là parce que comment allons-nous assurer demain? Comment allons-nous faire face à des générations futures qui n'ont pas demandé de venir, mais qui sont là? Comment allons-nous régler les problèmes d'eau potable, d'accès à l'énergie, d'alimentation dans ces zones délaissées? Et je pense que l'urgence est là et tout le monde doit s'impliquer, d'où le développement durable. C'est la naissance même de ce concept. Parce que quand vous prenez développement durable, nous avons deux mots clés importants qui confèrent ce modèle d'organisation. Développement, amélioration des performances. Et quand nous parlons des performances, c'est tant bien au niveau social qu'au niveau économique. Et le thème durable caractérise en réalité quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui est stable. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que le développement durable, ça, c'est l'amélioration de la performance dans la société pour la rendre stable, durable dans le temps. Okay. Et je pense que tout citoyen, toute entreprise, que vous soyez industriel, que vous soyez citoyen ordinaire, chacun a son rôle à jouer. Tout à fait. Absolument d'accord, absolument d'accord. Il y a d'autres questions qui viennent. Je vais en prendre quelques-unes et puis on va reprendre. Madame Amine nous a rejoint, donc j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux en termes de son. Une dernière, juste toujours en lien. Donc on a bien compris, hein, donc le développement durable, ce n'est pas un choix, c'est une urgence parce que on est toujours plus nombreux sur cette planète avec des ressources à disposition toujours nombreuses pour le coup. Et il faut donc réfléchir à notre manière de puiser sur ces ressources de sorte à ce que les générations futures puissent bénéficier encore des nécessités. Hein. On parlait d'eau potable, on parlait d'énergie. Voilà. Donc, ce n'est pas un choix ou une option. Le développement durable est une urgence et c'est tout aussi vrai et encore plus pour notre continent. Très bien. Message reçu. L'autre question, c'était de dire, et j'y viendrai après, il y en a encore d'autres qui sont là, c'était de dire comment concrètement les entreprises peuvent s'emparer du développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous me le permettez, tous les deux, on va permettre à Madame Aminou de se présenter et d'être la première à répondre à cette question-là. Hein, et puis, Wakil, on te redonnera la parole tout à l'heure. Madame Aminou, merci d'être revenue parmi nous. Ah, enfin, merci. On vous entend très bien. Merci. D'accord, ok. Alors, on en était, vous présentiez tout à l'heure, et vous présentiez le JCI en disant que vous êtes la présidente cette année. Votre mandat court jusqu'à décembre 2020. Et qu'à côté de ça, vous étiez dans le monde de la communication. C'est ça? Et on en était arrivé à oui, ce moment-là. Alors, je vais vous laisser reprendre. D'accord. Ok. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, à la Jeune Chambre internationale, c'est une communauté de jeunes citoyens actifs. Donc, la Jeune Chambre internationale, aujourd'hui, en fait, elle se retrouve dans plus de 110 pays dans le monde. Donc, nous formons un réseau mondial de jeunes entre 18 et 40 ans. Et chez nous, en fait, le concept de citoyenneté active, c'est quoi? Le citoyen actif, en fait,
celui qui, dans sa communauté, qui, dans l'environnement dans lequel il vit, cherche à savoir quels sont les problèmes qui se posent à sa communauté. Et avec justement l'implication de cette communauté-là, et cherche à trouver les raisons, nous avons une procédure pour apprendre à déceler les causes réelles, parce qu'il y a des causes apparentes et des causes réelles. Donc, nous avons une procédure en fait pour apprendre à déceler les causes réelles des problèmes que nous identifions. Et cette procédure-là, elle est mentionnée dans un document que nous appelons cadre JCI du citoyen actif. Donc, c'est ce document en fait que nous utilisons pour la gestion de nos projets. Donc, quand on a trouvé les causes réelles des problèmes qui se posent, c'est qu'ensemble, nous cherchons des solutions, nous mettons en œuvre cette solution-là, nous le faisons une fois, deux fois, et ensuite, nous laissons la continuité à la communauté parce que nous estimons qu'en fait, à la Jeune Chambre internationale, nous voulons pour faire un éveil de conscience, nous voulons pour dire quels sont les problèmes qui se posent, nous aidons à trouver des solutions et après, nous responsabilisons la communauté impliquée pour continuer en fait. Donc, ça veut dire que on ne fait pas toujours la même chose tout le temps. Donc, on le fait une, deux fois le temps que ça rentre dans les habitudes et après, on laisse ça aux mains de la communauté. C'est pour ça en fait que c'est important à toutes les étapes de pouvoir les impliquer dans le processus. Et en matière de développement durable, à la Jeune Chambre internationale, il faut dire qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle existe dans plus de 110 pays aujourd'hui. Et ces pays-là sont répartis en 4 zones. Donc, il y a la zone Afrique et Moyen-Orient, dans laquelle fait partie la DCI Bénin. Il y a la zone Europe, il y a la zone Amérique Antilles et il y a la zone Asie-Pacifique. Donc, au niveau de la zone Afrique et Moyen-Orient, en fait, nous avons 3 ODD prioritaires sur lesquels nous travaillons. C'est la santé, c'est l'éducation et c'est le développement durable, justement. Ok. Donc, du coup, à chaque mandat, puisque nous avons tous des mandats annuels, à chaque mandat, en fait, on met un point d'honneur à prévoir dans notre plan d'action des activités qui couvrent ces 3 ODD prioritaires-là. Donc, ce qui fait qu'en matière de développement durable, en fait, c'est une thématique qui a vraiment beaucoup d'importance pour nous. Et nos actions en matière de développement durable, elles vont sur plusieurs pans. Vous avez des activités d'éveil, de sensibilisation sur l'importance de protéger l'environnement. Vous avez des activités de mise en terre de plants qui peuvent contribuer à une autonomisation alimentaire. Okay. Vous avez des activités d'apprentissage à des personnes âgées pour leur permettre d'être financièrement autonomes. Oui. Donc, vous avez vraiment toute une panoplie. Mais en fait, la finalité, c'est de dire, nous, en tant que membres de la Jeune Chambre internationale, en tout cas au Bénin, en matière de développement communautaire, voilà en fait les plans, les actions que nous avons menées. Et un autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est que cette année 2020, par exemple, nous avons lancé une campagne au niveau de la zone Afrique et Moyen-Orient qui s'appelle iGreen. Donc, la campagne iGreen, en fait, elle a 2 objectifs. Le premier objectif de iGreen, c'est travailler à la lutte contre les changements climatiques. Et le deuxième objectif de iGreen, c'est permettre justement aux populations d'atteindre une autonomie alimentaire. Parce que nous constatons, comme Wakil l'a dit tout à l'heure, la population, elle est en constante évolution, tandis que les ressources ne sont pas en train de suivre cette même courbe d'évolution. Et nous sommes conscients que les États, les gouvernements seuls ne peuvent pas tout faire. C'est vrai qu'on va dire que l'État doit jouer sa responsabilité, mais nous sommes intimement convaincus qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et donc, nous voulons aussi apporter notre contribution à cet objectif-là en nous disant, vu comment évolue la courbe de la disponibilité des ressources et vu les courbes de croissance démographique de la population, il faut que nous puissions mettre en œuvre des initiatives pour être sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, la population mondiale pourra continuer à se nourrir convenablement. Et c'est pour ça que iGreen recherche aussi à atteindre une autonomisation alimentaire. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu pour dire qu'en matière de développement durable, nous sommes vraiment focus sur cette thématique-là et qu'à chaque année, nous travaillons à des activités. Et pour finir, je vais dire que chaque année, depuis 3 ans, chaque année, le 19 septembre,
nous participons à la journée de nettoyage de la planète. Donc, cette journée, elle est baptisée World Cleanup Day. Donc, chaque 19 septembre, nous, membres JCI Bénin, nous participons au World Cleanup Day. Nous choisissons des sites sur lesquels nous allons faire aussi bien des actions de nettoyage, des actions de sensibilisation de la communauté, des actions aussi de développement durable. Mais j'insiste toujours pour dire qu'à chaque fois, nous devons impliquer la communauté qui est dans la localité où nous allons. Parce que quand nous allons partir, ce sont eux qui restent là au quotidien. Donc, c'est important de leur faire comprendre la portée de nos actions. C'est aussi très important de leur faire comprendre que nous sommes une organisation à but non lucratif et qu'il ne s'agit pas d'actions politiques ou gouvernementales pour qu'eux aussi puissent cerner l'intérêt de la chose et pouvoir assurer la relève après notre départ. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces éléments riches qui permettent de positionner le JCI et notamment les enjeux en lien avec le développement durable. Beaucoup de questions très concrètes qui nous ont été posées. Merci à vous pour vos différentes questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et on va se donner un minimum de temps, mais pour répondre de manière très concrète et très ciblée. L'une des premières questions, c'était de dire de manière opérationnelle et concrète. Donc, on a bien compris que le développement durable, l'objectif, c'est, vu qu'on est de plus en plus nombreux, que les ressources s'amoindrissent, comment on peut les gérer de manière raisonnable et raisonnée pour tenir le plus longtemps dans le temps et de manière pérenne. Fort de ce constat-là, comment les entreprises peuvent concrètement mettre en place des actions en lien avec le développement durable? Puisqu'on a compris que ce n'est plus une utopie et que chacun doit se l'approprier, que ce soit les citoyens, que ce soit les acteurs du monde économique, industriel ou non, que ce soit les politiques, parlant du cadre économique, donc des entreprises et des industriels, comment de manière très concrète, les uns et les autres peuvent s'emparer de cette problématique par des actions concrètes. Donc, si voilà, vous pourriez me proposer comme ça, selon vous, des actions concrètes qu'une entreprise peut mettre en place pour justement œuvrer en lien avec le développement durable. L'autre question que j'associe tout de suite, parce qu'on est dans le monde économique, donc qui dit économie, dit business model, dit rentabilité, est-ce que le développement durable, on peut le considérer comme rentable pour une entreprise? Voilà, les deux questions, c'est comment on fait pour le faire concrètement et ensuite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça rapporte? Comment on le valorise finalement? D'accord. OK. Bon, déjà, il faut dire qu'à la Jeune Chambre internationale, par exemple, il y a une maxime, si je vais dire que nous suivons tous les jours, c'est qu'on dit que la Jeune Chambre internationale, c'est l'organisation qui unit tous les secteurs de la société. C'est pour dire quoi, en fait? Nous sommes une organisation de bénévoles. Donc, nous fonctionnons essentiellement sur les cotisations des membres. Nous n'avons pas vraiment un budget ou des fonctionnements que nous attendons. Donc, puisque nous n'avons pas de subventions ou toute autre chose pour nous permettre de financer nos activités, mais que nous tenons chaque année à le faire parce que nous savons que l'objectif, c'est de pouvoir assurer justement le développement durable dans nos communautés. Ce que nous faisons pour nos projets, c'est que nous allons solliciter aussi bien les autres organisations de la société civile, nous allons solliciter le secteur privé et nous allons solliciter l'État et ses démembrements. Et donc, quand je prends par exemple la campagne iGreen, tout ce que nous avons fait jusque-là, nous avons pu bénéficier de l'accompagnement de la Direction générale des eaux et forêts au niveau de notre ministère de l'Environnement. Et nous avons pu bénéficier également de l'accompagnement d'entreprises privées qui ont pu qui nous ont donné les ressources pour que nous puissions acheter les plants, pour que nous puissions acheter les graines, pour que nous puissions cibler les zones géographiques que nous allons procéder à la mise en terre. Donc, en fait, je pense qu'en matière d'entrepreneuriat, il y a deux pans. Vous avez l'entrepreneur qui est conscient que le développement durable doit être une priorité pour tout le monde et qui est prêt à investir dans ce domaine. Et d'un autre côté, vous avez l'entrepreneur qui n'est pas forcément conscient de ça, qui est plus focus sur son business. Mais je pense que c'est à nous que revient la responsabilité, en fait, d'expliquer dans ces situations-là que le développement durable, c'est pas forcément une question des ONG, c'est pas forcément une question des associations à but non lucratif,
Mais c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas les moyens. Et il faut les moyens pour accompagner nos initiatives. Donc, il n'y a que le secteur privé qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Et c'est important de dire aussi que le développement durable, aujourd'hui, c'est un business rentable. Quand vous faites du recyclage de déchets, quand vous faites de l'énergie solaire, ça, c'est des business aujourd'hui qui fleurissent. Hein. Moi, j'en connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là et qui aujourd'hui assurent la rentabilité de leurs entreprises. Donc, on ne peut pas dire, en fait, en matière de développement durable, il n'y a pas de business. Et il faut dire que, par exemple, nous avons aussi un programme que nous appelons Best Business Plan. Et c'est un programme qui a pour but de permettre en fait aux jeunes entrepreneurs de l'organisation de pouvoir démarrer leurs activités. Et depuis l'année dernière, parmi les catégories de ce programme-là, on a instauré une rubrique économie verte. Parce que justement, nous sommes de plus en plus convaincus que business aujourd'hui, même en matière de protection de l'environnement, on peut faire du business. Tout à fait. On a vraiment toute une panoplie d'opportunités dans ce domaine-là, que ce soit des questions de recyclage, que ce soit des questions d'agriculture, que ce soit des questions d'énergie solaire, que ce soit des questions de production alimentaire. Il y a tout un étalage de choses qu'on peut faire en matière de business dans ce domaine. Donc, en fait, la responsabilité nous revient de pouvoir expliquer et de pouvoir convaincre le secteur privé. Du coup, pour reprendre vos éléments, pour le dire de manière très simple dans ce que vous dites, à la question comment une entreprise peut s'emparer de manière très concrète du développement durable et l'appliquer de manière factuelle, pouvoir dire, ben oui, je fais effectivement du développement parce que ça. Un des éléments de réponse que vous donnez, c'est de dire, nous, par exemple, on n'est pas du milieu entrepreneurial, mais on est du milieu associatif. Par contre, on a besoin de fonds qu'on peut aller chercher dans le secteur privé. Donc, une entreprise peut agir pour le développement durable en soutenant les initiatives du secteur social. Pour répondre à cette question, parce qu'elle est revenue plusieurs fois, comment concrètement, donc une des réponses peut être je finance une association qui va mettre en place des actions en lien avec la protection de l'environnement, la sensibilisation des populations, tout ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autonomie alimentaire, etc. Donc, une des réponses pour une entreprise, c'est de financer, de participer financièrement au développement de structures associatives qui agissent, qui posent, elles, pour le coup, des actions concrètes. Donc, c'est une manière de faire. Dans ce que vous disiez, il y avait une deuxième manière de faire. Donc, ça concerne… Il faut dire aussi que… Oui. Donc, je disais ça concerne les entreprises de l'économie verte, donc qui sont, elles, pour le coup, déjà de par leur métier, de par leur activité directement en lien avec le secteur, le volet environnemental du développement durable, ça va être les entreprises qui sont sur le traitement, la revalorisation des déchets, les énergies renouvelables, l'agriculture, etc. Très bien. Je vais aussi laisser la parole à Wakil pour nous donner des éléments de réponse. Il y a quelqu'un qui parle des lourdeurs administratives relatives à la mise en mouvement, parce que quand on veut soutenir une action, quand on veut faire quelque chose, forcément, d'une manière ou d'une autre, on va se confronter à toutes les démarches administratives, on le sait. On va croire que cela évolue. Le Bénin se digitalise pour être voilà, pour faciliter les choses. On va y croire. Wakil, si vous me permettez, je passe la parole à Wakil. Bon, vous savez, il faut aussi… D'accord, mais je voudrais dire qu'il faut aussi rendre honneur quand même aux entreprises béninoises et à l'administration béninoise pour dire que quand même de plus en plus, on travaille à pouvoir sauter tout ce qu'il y a comme lourdeur administrative. Et nous, quand nous faisons un mandat d'un an, par exemple, on arrive quand même à pouvoir bénéficier du soutien de ces institutions. Donc, c'est aussi une question de planification, je pense. Ok. Merci beaucoup. Alors, Wakil, on va reprendre sensiblement la même question. L'objectif, c'est de donner une réponse la plus concise, droite au but possible, pour qu'on puisse ensemble profiter de vos retours sur les différentes questions qui sont posées en ce moment par nos internautes. La question est simple. Comment, concrètement, une entreprise s'empare du… Ah, je n'entends pas. On ne vous entend pas, du coup. C'est dommage. Je suis là. Non, j'avais l'impression que Madame Aminou voulait parler et on n'a pas entendu ce qu'elle disait. Bon, alors je disais, la question elle est très simple. C'est comment concrètement une entreprise s'empare du développement durable, comment
elle peut le faire. Madame Aminou a déjà dit de manière indirecte, hein, financer des associations. Donc, est-ce que toi, tu as d'autres manières concrètes par lesquelles l'entreprise peut mettre en place des actions en lien avec le développement durable? Et ensuite, est-ce que c'est rentable et comment on peut dire qu'effectivement c'est rentable? Voilà, merci bien. Merci beaucoup, Arlande. Je remercie la présidente nationale, l'amie Yézidat, pour ce développement. Ce que moi je vais ajouter, c'est de façon concrète. Et si je comprends très bien la question, c'est comment implémenter une démarche RSE dans une entreprise. Et pour répondre à cette question, je dirais que il faut d'abord partir d'un diagnostic. Tout d'abord, l'entreprise doit pouvoir identifier les enjeux qui le lient avec la structure, qui lient en fait sa structure à ceux du développement durable. Et ensuite, le plan d'action, il doit avoir un plan d'action bien défini avec les priorités. Et quand une entreprise décide de se lancer dans une démarche RSE, par exemple, il est primordial qu'elle priorise et hiérarchise ses actions selon ses objectifs. Donc, il va falloir définir d'abord les objectifs en fonction des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la structure via, bien sûr, son plan d'action. Et après, je pense qu'il faut procéder au déploiement de la démarche. Une fois qu'on a identifié les priorités, il faut procéder au déploiement de la démarche. Et pour être efficace, une démarche RSE doit être portée sur l'ensemble de l'entreprise. Il faut que tous les acteurs soient mobilisés, toutes les parties prenantes soient mobilisées et il faut pouvoir obtenir leur soutien. Et je pense qu'une fois que cette démarche est implémentée, il faut une évaluation pour pouvoir, une évaluation à mi-parcours ou à terme pour pouvoir voir, une fois que la démarche est mise en place, on peut contrôler le respect des règles, des engagements instaurés dès le départ pour qu'il y ait une efficacité relative. Et je pense que la dernière étape qui est importante, c'est la communication. Il va falloir communiquer suffisamment sur cette démarche. Il va falloir communiquer suffisamment à l'interne comme à l'externe pour que des investisseurs ou des partenaires qui sont dans la même logique que vous accompagnent et que l'entreprise ait des revenus intéressants. Par rapport à la seconde question, qui était de savoir si les retours ou qu'est-ce que l'entreprise gagne en instaurant une telle démarche, je pense que les retours sont un peu nombreux. Les avantages, je dirais, sont un peu nombreux, mais ce qui est essentiel qu'il faut retenir, c'est que cela peut permettre d'accroître les revenus de l'entreprise. Parce qu'il y a des programmes qui existent et qui identifient ces entreprises qui adoptent cette démarche et peuvent être soutenues. Cela réduit aussi les coûts parce que quand nous parlons de développement durable, nous avons parlé du volet économie, environnement, mais le volet économie d'énergie aussi est important. Une entreprise qui adopte par exemple cette démarche de réduire sa consommation d'énergie, forcément, cette entreprise est en train de faire des économies. Allô, vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Oui. Allô? On t'entend. Moi, je te reçois. Ok, d'accord. Donc, je disais, une entreprise qui adopte, par exemple, des mesures d'économie, d'énergie, est en train de réduire ses coûts d'exploitation, et ça, c'est important. Et nous avons aussi une entreprise qui adopte la RSE. Cela lui permettra de gérer les risques de l'incertitude. Les risques de l'incertitude parce qu'elle est en perpétuelle relation ou discussion avec les acteurs de la société. Et cela lui permet, même avec une crise qui s'installe, cela lui permet quand même de trouver des solutions d'adaptation le plus rapidement possible. Et le dernier avantage que je trouve important, c'est le maintien de ce que nous appelons généralement la licence sociale d'exploitation, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre le client, les clients ou les potentiels acteurs et l'entreprise.
Et je pense que c'est des choses que l'entreprise pourrait utiliser ou des stratégies que l'entreprise pourrait utiliser quand même pour rester fidèle à sa base de clients et développer de nouvelles solutions pour pouvoir les intéresser. Ok. Elle est en train de faire du profit. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Merci à vous tous qui êtes encore là. On a un peu dépassé notre créneau, mais si vous nous le là, permettez… je ne vous entends pas. Mais nous, on t'entend. Alors, je ne sais pas si c'est de ton côté. On va se prendre encore quelques minutes ensemble, puisque la technique nous a un peu joué des tours. Je vois que vous êtes tous encore là, donc merci. Juste pour reprendre un peu les différentes interventions et toujours dans une logique de nous donner des vrais points concrets sur lesquels on va pouvoir travailler, que vous soyez porteur de projet pour le continent. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que faites-moi un petit message dans les commentaires, chers internautes. Dites-nous si vous m'entendez. Wakil ne m'entend pas. Moi, mon micro est là. Il n'a pas bougé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vous entends bien. Bon, alors Wakil, je ne sais pas. Je te laisse voir de ton côté. Donc, juste pour reprendre les éléments qui ont été partagés, vous donner quelques points concrets sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Le développement durable, comment on peut s'en emparer? Donc, on a vu qu'on pouvait le faire de manière indirecte en soutenant des actions qui émanent d'associations qui visent au développement des communautés, à l'agriculture, à la préservation de l'environnement par des actions de nettoyage ou de sensibilisation, etc. Donc, on peut le faire de cette manière-là. Une autre manière de le faire, c'est, alors comme le disait Wakil, c'est déjà de prévoir un plan d'action, de se dire de quoi j'ai besoin, faire un audit interne. On peut être sur un volet énergétique, environnemental, de dire comment je peux réduire ma consommation énergétique, puisqu'on sait que l'énergie impacte directement nos ressources. Tant qu'elle n'est pas verte, elle impacte directement nos ressources au niveau de la planète. Donc, comment je deviens plus sobre en consommation énergétique? Ça, c'est un point numéro 2. Ensuite, il y a un autre volet environnemental qui sont les déchets. Par exemple, en Occident, en Europe, les entreprises sont taxées sur le volume de déchets qu'elles produisent. Donc, une entreprise a tout intérêt à faire un audit de ces déchets et à identifier des filières pour les revaloriser. Parce qu'un déchet revalorisé, c'est-à-dire un déchet qui repart dans un circuit de production, c'est un déchet qui ne va pas lui coûter, mais au contraire, qui peut lui rapporter. Donc, en cela, on voit que ça peut rapporter. Sur le continent, on n'est pas partout encore taxé sur les déchets. Par contre, ça peut être intéressant qu'avant qu'il y ait une mesure réglementaire qui vienne régir la production de déchets, que les entreprises s'en emparent. Pourquoi? Parce qu'elles se montrent comme pionnières sur un continent qui est regardé de près et qui intéresse de plus en plus de monde. Point numéro 1. Point numéro 2, elles peuvent devenir des partenaires intéressants pour d'autres entreprises internationales qui, elles, ont besoin de dire que les fournisseurs avec lesquels elles travaillent sont des entreprises engagées pour la préservation de l'environnement. On voit aujourd'hui des grands de ce monde, Apple, pour ne pas le citer, ou d'autres qui sont des fabricants de voitures électriques, qui sont montrés du doigt parce que leurs filières d'approvisionnement de ressources ne sont pas forcément très vertueuses. Donc, ça peut être un vrai plus en termes financiers, un vrai plus en termes de communication et de positionnement stratégique. Et je vois un autre point, c'est l'engagement des collaborateurs. Quand vous mobilisez vos collaborateurs sur des actions qui visent à préserver l'environnement ou à soutenir des communautés locales via des associations, c'est toutes ces choses qui vont faire de vos collaborateurs des gens qui vont, on appelle ici, aimer la marque employeur, aimer leur entreprise et se donner de manière plus, comment dirait-on, plus pertinente à leur travail, être force de proposition, d'idées, etc., etc. Donc, comment on fait? On a cité quelques points. Est-ce que c'est rentable? Bien sûr que oui. Financièrement, ça peut l'être. En termes de communication et d'image, ça peut l'être. En termes d'opportunités de développement d'affaires, ça l'est aussi. Voilà, ça permet de répondre. Un autre point très important qui a été soulevé durant l'échange, je m'excuse si je n'ai pas répondu encore fait répondre à toutes les questions, j'essaye de remonter au mieux, c'était comment on peut amener la jeunesse dans ce mouvement-là. Notre continent est regardé comme celui qui est le plus jeune de la Terre. On dispose de 60% des terres arables. Comment on fait pour mobiliser notre jeunesse? Et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'intervention de Wakil qui disait que sur le premier journée éco-citoyenne du Bénin, ils ont mobilisé plus d'une centaine de jeunes à travers différents pays sur le sujet.
comment on fait pour mobiliser la jeunesse africaine pour qu'elle soit à la fois consciente du besoin, bien sûr, de monter en compétences, hein. Ça, on l'avait déjà dit et je le redis encore, qu'on puisse les emmener dessus, parce que c'est aussi la mission de YouLearn. On aide la montée en compétences, on facilite la mise en relation, mais comment on les rend sensibles et on les amène à prendre le développement durable comme un enjeu majeur du développement de notre continent. Qui veut se lancer en premier sur la réponse? Toujours droit au but, succinct, précis si vous voulez bien. Merci. Qui se lance en premier? Ok, bah, je crois que moi je vais commencer. Merci. Alors, par rapport à la question de l'implication des jeunes, et je pense que je vais profiter pour répondre à une question qui parlait de la formation. Aujourd'hui en Afrique, je pense qu'on prend de plus en plus conscience qu'en fait, réussir sa vie professionnelle, c'est pas forcément être dans une entreprise où vous allez de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30. Donc aujourd'hui, en fait, on prend de plus en plus conscience que les opportunités en matière d'insertion professionnelle, elles sont vraiment larges et ce n'est pas forcément le cadre senior ou le cadre d'entreprise qui est celui qui a pu réussir à s'insérer professionnellement. C'est pour dire quoi en fait? Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, il y a deux possibilités pour nous pour impliquer la jeunesse dans dans ce développement durable-là. La première chose, moi je le dis souvent, c'est toujours la sensibilisation parce que quand on ne sait pas, on ne prend pas forcément conscience de l'importance de la chose. On ne sait pas forcément ce qu'il y a à faire. Donc, il y a d'abord ce travail de communication, ce travail d'information, ce travail de sensibilisation qu'il faut faire envers la jeunesse. Et c'est vraiment dans ce sens, je dis bravo à Wakil par rapport à ces journées éco-citoyennes parce que vraiment, c'est des initiatives du genre qu'il nous faut pour que nous, jeunes, on puisse comprendre qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité, il y a beaucoup de domaines sur lesquels nous avons des possibilités d'agir sans forcément attendre un gouvernement quelconque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense aussi que nous devons aujourd'hui travailler à développer le domaine du business, les activités de business, en fait, en matière de protection de l'environnement et en matière de développement durable. Parce que le jeune, en fait, c'est qui? C'est souvent celui qui a son diplôme et qui cherche à avoir un emploi et qui cherche à pouvoir stabiliser sa vie. Donc, ce qui l'intéresse, en fait, prioritairement, ce sont les différentes opportunités qui vont se présenter à lui dans ce sens. Maintenant, si il a l'opportunité de pouvoir s'insérer professionnellement, de pouvoir contribuer, de pouvoir faire une action majeure pour la protection de l'environnement et de pouvoir travailler à son compte sans forcément être soumis à des contraintes d'heures, à des humeurs d'un patron et de pouvoir, vraiment toucher à un domaine qui le passionne, je pense qu'il a vraiment toutes les raisons de pouvoir y aller. Donc, à nous aujourd'hui en Afrique de faire ce travail d'information et de communication et ensuite de pouvoir encourager les jeunes à y aller. Mais il y a une chose qui est importante aussi, moi j'ai l'habitude de dire, quand on est jeune, il ne faut pas forcément attendre que ce soit un gouvernement qui vous appelle, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. En tant que jeune, on a le devoir, on a la responsabilité, nous aussi, de nous documenter, de se renseigner, de savoir quels sont les mots dont souffre l'Afrique et qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut apporter justement comme contribution à avoir une Afrique sereine et une Afrique pérenne. Donc, je pense que dans cette quête de recherche d'information, on va pouvoir découvrir que nous avons beaucoup de possibilités. L'autre point pour finir, il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes, je vais dire, et pour ça, je félicite encore YouLearn une fois de plus. Il y a beaucoup de plateformes, en fait, qui aujourd'hui travaillent à pouvoir permettre la montée en compétences des jeunes. Donc, il faut vraiment être présent sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, surtout la crise du Covid a fait qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire beaucoup de choses à distance, on peut se former à distance. Donc,
il faut rechercher sur Internet toutes les possibilités que nous avons Oui, pour avoir de la compétence. Parce que c'est ça le point de départ de toute chose. Une chose est de vouloir, mais une chose est d'avoir les compétences pour y arriver. exactement. Donc, nous devons nous former, pas forcément la formation classique à l'université, non, mais il y a des formations additionnelles qu'il faut faire pour pouvoir Exactement. améliorer ses compétences Exactement. avant de démarrer son entrée dans ce milieu. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments. Donc, comment mobiliser la jeunesse? Si je reprends, vous me corrigez hein, si je me trompe, c'est de lui proposer en fait des opportunités d'emploi et d'entrée dans la vie active qui sont déjà dans l'intégration du développement durable. C'est-à-dire qu'une entreprise qui, elle, agit dans ce domaine-là, qui va intégrer la jeunesse, va forcément le sensibiliser à cette thématique-là et lui donner envie de s'y donner. Donc, ça peut aussi être un des axes. Comment on mobilise notre jeunesse, finalement, c'est de lui proposer des emplois qui sont en lien, de lui proposer des opportunités aussi d'entrepreneuriat en lien avec l'économie verte. OK, très bien. Wakil, je sais que par les journées éco-citoyennes, toi, c'est plus de la sensibilisation avant même d'entrer sur le monde de l'emploi. Est-ce que je me trompe? Non, Alain, je pense que tu as tout dit. La sensibilisation et la formation sont très essentielles pour pouvoir répondre à cette question. Je pense bien que, comme la présidente nationale l'a dit, elle a évoqué déjà de long en large ce qu'il faut faire dans ce sens. Mais ce que je vais ajouter, c'est déjà ce que nous faisons là, cette émission que nous sommes en train de Exactement, faire. tout à fait. C'est très important. Et je pense que ça encadre dans cette sensibilisation de la jeunesse africaine. Oui. Et je donnerai juste les exemples des journées Africa Eco-Citizen Day. Oui. C'est des journées qui s'inscrivent dans une démarche qui permet d'aller d'une envie individuelle à un intérêt collectif, oui, tout en partageant un processus commun. En réalité, à travers ces journées, elles permettront à chacun d'identifier et de valoriser ses compétences et connaissances et d'en acquérir de nouvelles dans le domaine de l'environnement, puisque c'est de ça il s'agit, et des modèles de vie durables. Et ça, c'est très important. Collectivement, notre démarche permet de créer une dynamique locale, d'agir en faveur de l'environnement, de pérenniser l'implication des citoyens. Et quand nous parlons des citoyens, c'est les citoyens à tous les niveaux. Tout à fait. Le citoyen lambda, les politiciens au niveau local, national et même international. Okay. Et je pense que c'est le rêve de ce projet que nous avons initié depuis 2019. Et je voudrais très rapidement rappeler les objectifs principaux. C'est de pouvoir rassembler toute cette jeunesse, toutes les synergies entre les différents acteurs qui œuvrent pour la sécurité alimentaire. Parce que quand nous parlons de développement durable, la sécurité alimentaire est très importante. Elle est très importante, c'est un volet très important qu'il ne faut pas du tout négliger. Nous avons les énergies renouvelables, les bâtiments durables, la lutte contre le changement climatique en général. L'objectif aussi, c'est d'échanger les savoirs et les savoir-faire locaux sur la question du changement climatique, des énergies renouvelables, de l'habitat et de la sécurité. Et de proposer des actions durables à soutenir en faveur de la protection de l'environnement. Sensibiliser les jeunes et les élus locaux afin qu'ils luttent contre le changement climatique en adoptant des comportements éco-responsables. Parce que c'est ça qui est important. Merci. Wakil, merci. Je me permets d'intervenir dans ce que tu dis parce que c'est très, très intéressant à plusieurs niveaux et ça rejoint un certain nombre de questions. Un des premiers points que je veux relever, c'est l'aspect sensibilisation à tous les niveaux. Bien évidemment, il faut sensibiliser notre jeunesse parce que c'est elle la relève. C'est eux les présidents de demain, c'est eux les dirigeants d'entreprises de demain, c'est eux les agriculteurs, les éleveurs de demain, c'est absolument eux. Et à ce titre aussi, sensibiliser tous les niveaux de notre société. Et la sensibilisation, elle va effectivement, dans ces temps qu'on est en train de faire ensemble, où on échange sur un sujet donné. Donc, merci encore d'être là et d'être tous aussi nombreux, même après le temps prévu. Ça prouve que le sujet vous intéresse et que c'est important. C'est le métier du learn. C'est vraiment de pouvoir créer des temps comme ça, de pouvoir permettre aux uns et aux autres de se retrouver sur des thématiques qui sont importantes et de pouvoir bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà mis des choses en place.
Dans ce sens, il y a un autre point qui a été soulevé, c'était de parler des énergies et de parler de l'autosuffisance ou du volet alimentaire, donc de l'agriculture. Il y a pas mal de demandes dans les commentaires, dans les questions qui vont dans ce sens-là. Sur l'agriculture, un vrai enjeu qui a soulevé Vincent tout à l'heure, sur sensibiliser aussi les agriculteurs qui, dans cette notion de changement climatique, sont en ligne de front avec la sécheresse, donc les pénuries en eau, donc les difficultés de pouvoir produire et qui sont aux proies à toutes sortes de déviances, comme Boko Haram ou d'autres choses. Il l'a mentionné par exemple pour le Tchad, donc ça prouve l'urgence et l'importance du développement durable, de la maîtrise de notre consommation en fait, des différentes ressources et de trouver des alternatives. Ça, c'est un point numéro 1. Un point numéro 2 sur comment on appelle ça, sur l'énergie, juste pour revenir, je pense qu'on proposera un sujet sur l'agriculture parce que j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui ont des projets en ce sens-là. Et effectivement, l'agriculture fait partie de ce Green Africa qu'on a envie de voir émerger, autonome de manière alimentaire, donc autosuffisance alimentaire, mais aussi c'est un secteur porteur d'emplois, vu qu'on a 60% des terres arables. C'était ma petite parenthèse. Sur le volet énergétique, on a une question de Claude, alors que je n'ai pas forcément bien compris, qui parle sur l'énergie durable, sur l'ingénierie durable au Bénin. Qu'est-ce qui est mis en place pour la maîtrise des besoins énergétiques avant d'évaluer la consommation? Moi, j'ai du mal à comprendre concrètement la question, mais je pense que ce qui est dit derrière, c'est comment au Bénin on arrive à maîtriser la consommation d'énergie pour pouvoir proposer une alternative. C'est comme ça que je le comprends. Claude, si je me trompe, Diderot, si je me trompe, corrige-moi, parce que je n'ai pas forcément bien compris. Peut-être que toi, Waki, qui est en plein dans ce secteur-là, tu peux nous faire un retour. Photovoltaïque, c'est très intéressant. Sur un continent où le soleil brille énormément et la lumière est disponible à souhait, fais-nous un retour très rapide. Tu as 1 minute, pas plus, pour nous dire à la fois les opportunités de ce secteur-là et comment le pays, le Bénin et l'Afrique de l'Ouest, voire l'Afrique en général, peut comment on appelle s'acquérir ou profiter de cette opportunité sur les énergies renouvelables, dont le photovoltaïque. Merci beaucoup, Alan. Par rapport à cette question, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que au Bénin, nous sommes dans une politique qui permet de favoriser en quelque sorte ces énergies renouvelables. Par rapport à la question de notre ami, ce que je peux dire par rapport à la consommation de l'énergie, la maîtrise de la consommation, parce que c'est très important. Il y a le programme MCA, le Millennium Challenge Account au Bénin, qui fait un travail formidable dans ce sens. Et ce travail, c'est l'efficacité énergétique au niveau, une sensibilisation au niveau des consommateurs à travers des programmes mis en place et l'implication aussi du gouvernement dans ces mesures par l'adoption des lois qui permettent, par exemple, de maîtriser l'arrivée des équipements électroménagers sur le territoire béninois. Ces équipements, désormais, doivent pouvoir respecter une norme donnée. Et je pense que c'est vrai que nous ne sommes pas encore dans la phase d'application active, mais il y a la phase de sensibilisation qui a démarré et un formidable travail se fait dans ce sens. En ce qui concerne l'énergie solaire, toujours avec le programme MCA Millennium Challenge de compte, aujourd'hui au Bénin, le secteur de l'énergie est libéré. Le secteur de l'énergie, aujourd'hui, quand vous êtes producteur, vous avez la possibilité de venir au Bénin et produire de l'énergie et mettre à la disposition de la population tout en respectant le contrat et les lois du secteur. Et je pense que cela est en train de favoriser la venue de plusieurs acteurs, que ce soit international comme local, l'émergence de ces entreprises qui sont dans le domaine. Et cela permettra forcément de régler un problème dans le pays. Et en résumé, je dirais au Bénin, l'énergie est en pleine expansion. Le domaine de l'énergie est en pleine expansion. Et beaucoup de choses se font. Et je pense que nous allons garder toujours espoir pour que chaque population
arrive à avoir de l'énergie à moins de coût et de façon pérenne. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va tout doucement arriver vers la fin. Il y a quelques questions qui émanent de gens qui ont des projets. C'est très intéressant. Gardez vos projets, notez-les, qui demandent comment on peut avoir du financement. Est-ce qu'il y a des fondations qui existent pour soutenir la jeunesse, pour leur permettre de pouvoir porter leurs différents projets? Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Fort de ça, on va proposer effectivement un webinaire. Alors, ce sera d'abord pour les projets qu'on peut appeler des startups, pour leur permettre de connaître quel est l'écosystème qui est autour des porteurs de projets, pour pouvoir développer leurs projets. Vos questions, gardez-les bien, parce que nous, ça va nous aider à vous apporter du contenu. Si on ne peut pas y répondre aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet de départ, on se le garde pour pouvoir vous apporter du contenu et des intervenants et des personnes qui vont pouvoir vous accompagner à mettre concrètement ces projets sur pied. Pour quelques-uns d'entre vous, je ne sais pas si vous avez regardé, parce que je vois qu'il y a notamment des porteurs de projets, il y a un des intervenants, Alex, qui a publié un appel à projet. Remontez dans les différents échanges. Si votre projet entre dans ce cadre-là, n'hésitez pas à candidater parce que là, vous allez pouvoir trouver aussi du financement. Donc, remontez un petit peu, vous allez voir, l'appel à projet d'Alex a été publié. Suivez le lien. Voyez si vos projets entrent dans le cadre de cet appel à projet et n'hésitez pas à candidater. C'est ça, YouLearn. On facilite la mise en relation, on facilite le développement de vos projets, que ce soit de la montée en compétences, que ce soit de la réalisation ou de lancer vos projets entrepreneuriaux. Donc, très bien. Je vais vous demander un petit mot de la fin. Quelles sont les opportunités pour le Bénin, pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique en général? Quelles sont les priorités, je dirais, en termes de développement durable? En 2 mots, pas plus. Madame Aminou, si on devait choisir une priorité pour le Bénin, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique en termes de développement durable, quelle serait-elle? Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, le premier défi, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, l'autonomisation alimentaire, parce que bon, on a besoin de pouvoir satisfaire, on a besoin, pardon, d'avoir les ressources, on a besoin de pouvoir assurer notre niveau de vie et on a besoin de pouvoir vivre quand même avec des mesures convenables. Mais je voudrais, par rapport à la question de tout à l'heure, je voudrais quand même ajouter que même dans le domaine de la construction aujourd'hui, on parle de développement durable, puisque de plus en plus, on s'accorde à choisir des matériaux qui permettent de préserver l'environnement. On insiste sur l'importance, en fait, dans la construction de choisir des matériaux qui cadrent avec le domaine de la protection de l'environnement, avec le développement durable. Et en tout cas, aujourd'hui au Bénin, vous avez pas mal de cabinets d'architecture qui intègrent cette dimension désormais dans leurs propositions. Et dès que vous les sollicitez pour des travaux, ils veillent à toutes les étapes du processus à toujours choisir ce genre de matériel-là pour la construction. Et qui dit cabinet d'architecte dit tous les artisans qui entrent dans la procédure de construction. Et c'est encore tout autant de débouchés, de possibilités d'emploi pour des artisans. Donc, ce n'est pas forcément une question de responsabilité ou d'éducation aussi. Même ceux qu'on qualifie de pas forcément lettrés peuvent aussi être impliqués dans cette lutte-là. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Voilà. Super, super. C'est noté. Donc, priorité pour notre continent, c'est l'autonomie alimentaire. Donc, il y a pas mal de projets sur l'agriculture. Moi, je les encourage tous parce que c'est effectivement des projets qui sont porteurs. Wakil, deux mots pour nous dire, pour toi, quelle est la priorité en termes de RSE pour le Bénin, l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain? Oui, merci. Sans doute, tu connais ma réponse. Je pense que… Sans doute, oui, mais je préfère qu'on l'entende ensemble. Non, en plus de ce que la présidente nationale de la DCI Bénin vient de dire, l'autosuffisance alimentaire, c'est très important. Il y a aussi le volet énergie. Pour moi, l'énergie durable pour tous les peuples. Parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Donc, c'est très, très important que les gouvernants orientent les politiques de développement dans ce secteur
afin de pouvoir avoir un succès formidable. Mais je pense que je profite aussi pour remercier beaucoup le gouvernement du Bénin qui fait un travail formidable dans ce sens. Voilà. D'accord, super, merci. Juste avant de conclure, parce que voilà, vos questions sont tellement intéressantes hein, et le temps malheureusement ne peut pas se figer pour qu'on puisse continuer tranquillement. Je reprends juste les éléments sur l'énergie, puisque toi, tu as souligné l'énergie comme un des enjeux prioritaires sur la partie développement durable pour notre continent. Je reprends les éléments de Claude, donc, qui avait posé plus haut la question relative à quels sont nos moyens d'identifier les besoins en énergie. Il dit, le problème en Afrique est que la consommation énergétique dans les bâtiments est constatée. Cependant, des études sont-elles faites sur les besoins en eau, électricité et réfrigération? Je ne sais pas si toi, tu as ces éléments-là, Wakil, mais toujours est-il que je vois que les sujets, hein, dans vos commentaires, je vois les sujets qui intéressent et qui pourront faire l'objet d'autres webinaires, toujours en lien avec Green Africa. On a forcément l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. On a la partie énergie, effectivement, et les différents points soulevés par Diderot, merci. Et puis, on aura aussi sur l'aspect soutenir des projets environnementaux, comment trouver des financeurs, comment trouver des fondations qui accompagnent. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusque-là et jusqu'à la fin. Ce que j'aimerais encore vous rappeler, c'est rejoignez-nous sur www.youlearn.co, non seulement pour être informé de toutes nos actualités, des différents webinaires, des différents sujets que vous nous avez montrés là, dans les commentaires sur lesquels on va vous apporter du contenu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que on est en train de lancer, là, dans quelques semaines, la toute dernière version de notre application sera disponible et permettra à chacun d'entre nous, de monter en compétences, de valoriser son expertise ou son expérience sur la plateforme. Ça veut dire que vous, Madame Aminou, demain, si vous voulez accompagner de la jeunesse sur la partie communication responsable, toutes les choses que vous avez acquis dans votre expérience, vous pourrez le faire, même à des jeunes qui se trouvent en Asie, même à des jeunes qui se trouvent en Australie, via notre plateforme, et vous pourrez le valoriser. Pareil pour toi, Wakil, pareil pour chacun de ceux qui nous écoutent. Donc, inscrivez-vous sur la plateforme. C'est vraiment un outil qui va aussi nous aider ensemble à faire avancer notre continent. Prochain webinaire qui arrive au mois de septembre, dont je veux déjà vous parler. On n'a pas encore communiqué dessus, mais comme vous êtes là, vous allez l'entendre avec moi. On est en train de monter un webinaire sur l'écosystème des startups, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de porteurs de projets de startups, et on veut leur donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir développer au mieux leur startup. Donc, restez connectés. Laissez-nous vos coordonnées en vous connectant sur www.youlearn.co. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus qu'une excellente après-midi? Si vous avez des projets, gardez-les en tête, inscrivez-les, croyez-y jusqu'au bout. Vous allez les voir se réaliser. Merci à vous tous. Bel après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Je mets un petit message. Super.